j'ai l'impression que j'ai deux orateurs qui sont impatients de me rejoindre sur scène. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Benjamin et mon chef préféré, adoré, Monsieur Bruno Cirletti, directeur marketing Europe de Fujitsu. Je te laisse tout. Mesdames et messieurs, donc je suis très heureux d'accueillir Bruno aujourd'hui au Fujitsu World Tour, directeur marketing Europe de Fujitsu. Merci Benjamin, très heureux effectivement d'être ici et de voir ce très bel événement que tu as organisé pour nous. Alors après, c'est vrai que on est tout le temps connectés. Moi, je vois avec, j'imagine vous aussi à la maison, les enfants entre les smartphones, les tablettes, les bracelets, on n'arrête plus. Et je pense, Bruno, que j'ai plus de... Et pourtant, j'ai plus de messages de toi sur mon smartphone pour préparer ce World Tour. Donc je pense qu'on a fait très fort. Et pourtant, à la maison, je pense que j'ai vraiment une micro-société connectée, en fait, déjà, tu vois. Mais je peux te rassurer, hein. De toute façon, ta famille est dans la normalité. Aujourd'hui, tout le monde est hyper connecté. Aujourd'hui, enfin en 2015, pour la première fois, il y a plus de devices interconnectés. Il y a 10 milliards de devices interconnectés. Donc plus de devices interconnectés dans le monde qu'il n'y a de personnes sur Terre. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. D'ici 5 ans, donc en 2020, on passera de 10 milliards à 50 milliards d'objets connectés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ordre de grandeur. Et en plus, tous ces objets connectés vont continuer à créer des données. On estime que le nombre de données va augmenter d'un facteur 10 entre 2013 et 2020. Donc déjà 2013, on croyait qu'il y avait énormément de données qui étaient créées. D'ici à 2020, ce sera multiplié par 10, les données créées. Alors après, comme vous le savez, un objet connecte un objet à un humain, toujours. Et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, on va essayer de vous parler de choses simples. Je pense que c'est l'ADN de Fujitsu aussi, de revenir à l'humain. Mais on va vous parler d'abord d'une aile d'avion. On va vous parler d'un cœur. Et puis on va vous parler d'un œil. Mais je ne vous dis pas tout. C'est effectivement assez mystérieux, mais je crois que ce qu'il y a de bien dans les exemples que tu as choisis, Benjamin, c'est que ce sont des exemples qui sont très parlants. Donc on va parler de choses relativement complexes, mais en utilisant des concepts simples. Je crois que nous sommes en train de vivre une véritable révolution. Je crois que c'est un terme qui est vraiment galvaudé aujourd'hui, qui a été beaucoup utilisé, mais c'est vrai. Nous sommes dans une pleine révolution, nous sommes dans une révolution digitale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'informatique est en train de quitter, ou a déjà commencé à quitter les salles informatiques. On n'est plus dans l'informatique du data center, l'informatique, elle est partout. Elle est dans les objets du quotidien, elle est dans les voitures, elle est dans les téléphones, bien sûr, elle est dans l'électroménager. Les technologies de l'information sont vraiment partout, et de ce fait, elles vont changer notre vie quotidienne. On aura une nouvelle interaction avec les objets et les services autour de nous. C'est déjà en train de se passer, mais ça va également changer les choses pour les entreprises. Alors après, comment est-ce qu'on fait avec ça du business, Bruno? C'est ça la question que je me pose quand on voit tout ça. Oui, effectivement, pour l'audience qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas des futurologues à qui on parle parfois, il faut peut-être revenir un peu sur Terre et parler vraiment du côté business. Historiquement, l'informatique s'est concentrée sur l'augmentation de la productivité, dans le sens où on continue à faire les mêmes choses que l'on faisait auparavant, mais grâce à l'informatique, grâce aux technologies de l'information, on les faisait mieux, on les faisait plus efficacement, plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui va certainement continuer avec cette révolution digitale, mais ce qui va se passer, c'est que ça va être accéléré. De plusieurs ordres de grandeur, il y aura vraiment une accélération de l'augmentation de gains de productivité. Alors à chaque fois qu'on va parler de ces concepts, moi je veux qu'on revienne à du terrain, à du concret. Et je vous ai parlé d'une aile d'avion tout à l'heure. Alors, Carlo Nizam, qui est le patron chez Airbus de toute la chaîne de production, il avait un problème. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 40 ans, on faisait chez Airbus 10 avions par an. Aujourd'hui, on en fait 1000. 1000 par an. Sur des usines qui sont à travers le monde, des milliers de pièces, des inventaires d'une complexité rare, et une masse de données colossale. Et Carlo Nizam, qui génère évidemment des problèmes de productivité. Donc Carlo Nizam est venu voir Fujitsu et il nous a dit « Comment est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et c'est là que Fujitsu, avec cette puissance du groupe, a designé donc des capteurs RFID, donc des capteurs radiofréquences, qui sont posés, en fait, des petits tags, des petites étiquettes, qui sont posées sur toutes les pièces, aujourd'hui, qui permettent de fabriquer un avion. Et sur ces pièces, en fait, on va stocker
toutes les interventions qui vont être faites sur la pièce, les dates d'intervention. Et aujourd'hui, grâce à cela, et évidemment, ce sont des choses qui résistent à des conditions, vous imaginez, de pression, de température extrêmement fortes, donc il faut beaucoup d'innovation là-dessus. Et grâce à cela, aujourd'hui, on peut en fait réduire de 20% les coûts d'inventaire, on peut réduire le temps lorsqu'on fait la maintenance d'un avion, lorsqu'on regarde les sièges pour vérifier que toutes les pièces, quand on traverse l'avion pour vérifier que tout est en place et que tout fonctionne bien. Donc là, on est dans le concret, on mène la meilleure de la technologie pour aller chercher les gains de productivité dont tu parlais, Bruno. Très bel exemple, effectivement. Donc ça, c'était un des aspects, une des améliorations qui sont apportées par cette digitalisation. Donc, gain de productivité. Continuer à faire les mêmes choses, mais les faire beaucoup mieux, comme Benjamin citait l'exemple d'Airbus. Mais l'autre chose qui est, à mon sens, encore plus intéressante, c'est créer de la valeur de manière différente, inventer de nouveaux business models, inventer de nouvelles interactions avec les clients. Et à ce titre, je voulais te parler d'un exemple bien précis qui est la Caixa. La Caixa est une banque en Espagne. J'ai eu la chance de rencontrer récemment Javier Domingo, qui est le patron des agences de la Caixa. Donc la Caixa est une banque qui doit être la 3e banque d'Espagne. Donc ce n'est pas une des 2 grandes, BBVA et Santander, c'est celle juste en dessous, mais elle est en train de récupérer de la part de marché en ce moment. Mais elle a quand même le plus grand réseau d'Europe, je pense, de distributeurs, hein, la Caixa. 2e réseau d'Europe, 1er réseau d'Espagne. Donc vraiment une banque qui est très axée sur le distributeur automatique. Et pourquoi sont-ils axés sur le distributeur automatique? Mais parce que dans leur expansion, ils ont décidé d'utiliser ce distributeur automatique comme vraiment la clé de voûte de leur interaction avec les clients. Ils ne peuvent pas avoir des agences partout. Ils sont en train de s'étendre, donc ils ont commencé en Catalogne, ils sont en train de s'étendre au reste de l'Espagne. Ils ne peuvent pas avoir des agences partout. Donc ils vont remplacer cette interaction directe avec une agence par une interaction avec un distributeur de billets. Mais par contre, ils veulent vraiment augmenter et améliorer l'expérience client avec un distributeur automatique. Donc plutôt que de prendre un distributeur automatique comme quelque chose qui vous donne de l'argent, on va en faire un point de rencontre entre le client et la banque. Donc évidemment, ils ont fait appel à Fujitsu qui développe des distributeurs de billets, mais ils n'ont pas voulu prendre un des distributeurs standards de Fujitsu et ensemble, on a développé un nouveau distributeur de billets d'un concept complètement novateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Caixa a voulu faire participer les clients au design. Donc c'est vraiment du co-design qui était fait. Plus de 1000 clients, donc des gens comme vous et moi, ont participé au design de ce distributeur de billets. Donc on a mis en place un processus pour prendre leurs avis, pour voir par quoi ils étaient intéressés, pour vraiment construire un distributeur de billets qui répond vraiment à leurs besoins. Et donc il est adapté pour les seniors, il est adapté pour les handicapés, il permet de scanner les faux billets. Voilà, on a écouté tout ce que les clients attendaient de ce distributeur de billets. Oui. Je vais donner juste un exemple en particulier qui est vraiment très intéressant, et c'est le double écran. Donc, tous les distributeurs de billets ont un écran dans lequel on fait les transactions, mais là, il y a un 2e écran. Et sur ce 2e écran, il va y avoir de l'aide qui est fournie, non seulement sur effectivement les transactions que l'on effectue normalement, mais sur n'importe quel service de la banque. Mais cette aide, elle est fournie par un avatar. Donc, c'est vraiment une personne qui va vous parler, qui va vous donner des informations, à qui vous pouvez poser des questions en langage naturel. Et on a même poussé la chose jusqu'à avoir cette personne, cet avatar qui parle en langage des signes. Donc même une personne malentendante peut interagir avec l'avatar et avoir des informations. Donc c'est ça aussi le human-centric de Fujitsu. Donc là, on est en vrai dans la co-construction. On est dans l'écoute, le design, avec nos clients. J'en ai parlé sur Airbus, on écoute toutes les contraintes spécifiques, industrielles, et pareil sur la Caixa. Mais alors, je pense que quand même, on a quelques défis à relever, et je pense que cette slide, s'il y a une slide à retenir, c'est celle-là. Donc, jusqu'à présent, on a vu les opportunités qui existent pour les entreprises. Gain de productivité, nouveau business model. Maintenant, je voulais voir un peu les défis qui existent suite à cette révolution digitale. Donc le premier, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années, c'est le pouvoir accru du consommateur. Donc c'est quelque chose qui a commencé avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si quelque chose se passe mal, si une interaction entre votre entreprise et vos clients se passe mal, dans le passé, il y avait quelques clients qui étaient au courant. Maintenant, le monde entier est au courant très rapidement parce que ça va être tweeté, ça va être mis sur Facebook, ça va être partout. Donc le consommateur a de plus en plus de pouvoir. Et ça ne va pas s'arrêter. Le consommateur aime ce pouvoir, est content d'avoir pris ce pouvoir, et donc il faut en profiter. Il faut vraiment réussir à en profiter. Et l'exemple de la Caixa était vraiment très édifiant à ce sujet. Comment ils l'ont fait? En impliquant directement les clients dans le design du produit, là, on est vraiment à fond dans le pouvoir du consommateur. On leur donne du pouvoir qui est ce qu'ils veulent avoir. Donc toujours, il y a un risque. Le risque, c'est, et si ça se passe mal, tout le monde est au courant, mais également une opportunité. L'opportunité, c'est d'impliquer les clients dans le design et de faire ce genre de choses.
On parle aussi d'ère des challengers. Ce que l'on veut dire par là, c'est que des sociétés peuvent arriver demain, des sociétés que vous ne connaissez pas, peuvent arriver demain et devenir votre concurrent. Si vous n'exploitez pas ces nouveaux business models, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Et je voulais juste citer un exemple à ce niveau-là, qui est un exemple qui, à mon avis, est parlant pour tout le monde. En région parisienne, ici, nous avons Uber, le service de voitures qui viennent concurrencer les taxis. Sans vouloir dire si c'est bien, si c'est mal, sans regarder cet aspect-là, mais voilà, aujourd'hui, je suis chauffeur de taxi. Qui aurait imaginé il y a quelques années que 2 personnes sur Internet allaient mettre au point une solution qui allait les concurrencer à Paris. Donc 2 personnes qui étaient en Californie allaient mettre au point une solution qui allait révolutionner le monde du taxi dans le monde entier. Mais c'est ça qui va se passer, et ça se passe pour toutes les industries. Donc toujours, opportunité, il y a des nouveaux business models, je dois les exploiter en tant qu'entreprise, et si je ne le fais pas, peut-être que quelqu'un d'autre le fera à ma place, et dans ce cas-là, je pourrais être mis en difficulté. Tu as cité aussi l'exemple d'Airbus, qui est un excellent exemple pour la productivité. Donc l'amélioration de productivité, donc même dans les entreprises industrielles, cette révolution numérique va faire des changements majeurs. Airbus a augmenté la productivité de manière extraordinaire, même avec quelque chose d'aussi gros qu'Airbus. Donc c'est quelque chose qui se passe vraiment partout. Et aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, il y a cette initiative qui s'appelle Industrie 4.0, qui est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que là, le gouvernement, des universités et des acteurs, enfin des entreprises, sont en train de voir ensemble, d'essayer de créer un business model du futur pour les entreprises de production. Vous savez que l'Allemagne dépend énormément de la production. Et donc, ils sont en train de regarder comment faire un business model du futur. Donc, toutes les entreprises de production devraient vraiment se poser ce genre de questions. Comment pouvons-nous faire pour améliorer la production? Comment pouvons-nous utiliser toutes ces technologies qui arrivent pour augmenter la productivité de nos entreprises? Donc, les 3 premiers étaient, je dirais, à la fois des opportunités et des menaces. La dernière est exclusivement une menace, et c'est la cybersécurité. La cybersécurité devient un problème. Maintenant qu'il y a autant de données, il faut vraiment faire très attention à la sécurité des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'incidents a été multiplié par 10 en quelques années, le nombre d'incidents liés à la sécurité. Et tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que la sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rajouter à la fin. La sécurité doit être vraiment pensée dans l'architecture, doit être pensée quand on design une solution. Il faut toujours avoir en tête la sécurité, parce que l'accès aux données devient quelque chose de très important, et si quelqu'un que l'on ne souhaite pas accède à nos données, ça peut être vraiment très préjudiciable pour une entreprise. Alors, j'ai dit qu'on s'arrête sur ces slides, parce que des slides comme ça, on en voit plein, sur les défis, les challenges, les opportunités. Je pense que si on a tous en tête ça, et c'est ce que vous nous dites au quotidien, c'est ce qu'on entend, je pense que si on fait attention, si on fait tout ce qu'il faut pour relever ces défis, être vigilant sur tous les challengers qui naissent autour de nous, parce qu'un challenger, ça peut être chaque personne dans cette salle qui décide demain d'attaquer un business qui était déjà extrêmement structuré. Donc ces 4 éléments, pour moi, sont extrêmement structurants et ce sont des vrais défis qu'on doit relever. La difficulté, c'est qu'on a des contraintes pour les relever dans les entreprises. Évidemment, si on était léger comme l'air et qu'on se disait voilà, j'ai tout ça et je vais aller me battre et créer de la valeur, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des contraintes fortes. Il y a de l'informatique là-dessous. Et on a rajouté des applications. On a une complexité immense qui s'est générée. Parfois, on parle de parc applicatif, 4000, 5000, 10 000 applications. On a des données partout. Évidemment qu'on veut tous faire du big data. Mais extrêmement difficile de valoriser ces données. Problème de gouvernance, est-ce qu'on fait des repositories, est-ce qu'on stocke tout en centrale? Comment est-ce qu'on arrive à faire converger les données qui sont dans les différents métiers? Et puis, évidemment, parce qu'à la fin, on revient toujours à l'humain, vous manquez d'expertise, vous manquez les bonnes personnes pour aujourd'hui mener ces défis et les relever. Et ça se traduit tout simplement quand on regarde les budgets. Quand on regarde les budgets, on consacre les 2/3 du budget informatique à la gestion, et quand il ne reste plus que moins de 15% pour aller faire la transformation, c'est très beau d'avoir ces 4 défis dont on vient parler, mais avec les boulets aux pieds, avec les contraintes qu'on a, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et donc ça, c'est le deuxième message. Comment est-ce qu'on va, justement, avec ces contraintes? Eh bien, c'est ce que Fujitsu, avec ses clients, avec vous, est en train de réaliser. Dans l'exemple que tu as cité, il y avait quelque chose qui est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie pour la technologie va créer de la complexité. Avec les possibilités qui existent, avec le nombre de données qui existent, on va créer de la complexité qui va, en fait, plutôt empêcher l'entreprise de se développer, d'avoir accès à ces nouveaux business models. Je crois que la solution que préconise Fujitsu, qui a été citée par
par divers intervenants jusqu'ici, je crois que la différence de Fujitsu, c'est de remettre l'humain au centre de la technologie. L'humain est au centre de ce monde digital. Sinon, on créera de la complexité, on créera des systèmes qui parlent à des systèmes et qui créeront de la complexité. Et donc l'architecture que Fujitsu préconise, justement dans ce que nous appelons le Human-Centric Innovation, c'est une Préconise, architecture... c'est peut-être un peu prétentieux, préconise. C'est au moins pour essayer de cadrer, à nouveau. Recommande? C'est déjà mieux? Recommande. Recommande. À développer. Et cette architecture que nous appelons Human-Centric Innovation. Donc, l'humain est au centre. La technologie doit être là pour aider l'humain à se réaliser. La technologie doit être là pour permettre à l'humain d'exploiter sa créativité. Mais pour ce faire, on a besoin des deux autres couches, la couche infrastructure et la couche information. Donc la couche infrastructure est la couche qui va faire le lien entre le monde réel et le monde digital. C'est-à-dire que ce sont des capteurs qui vont mesurer des paramètres, qui vont créer des données. Ce sont des serveurs qui vont stocker ces données, enfin des serveurs et du stockage pour stocker des données. C'est de la connectivité pour que ces données se retrouvent partout. C'est du cloud. Donc il y a toute cette couche infrastructure qui va vraiment permettre d'architecturer toutes ces données. Donc déjà de récolter les données et de les architecturer. Donc ça va être vraiment la première couche, et Fujitsu a plus de 30 ou 40 ans d'expérience là-dedans. Nous produisons des serveurs, nous produisons du stockage, des services informatiques, des capteurs, des tags RFID, Benjamin en a parlé. Donc c'est vraiment, ça c'est le métier de base de Fujitsu. Mais ces données en tant que telles n'ont aucune valeur pour l'être humain. Il y a trop de données déjà, premièrement, et ensuite, ces données ne sont pas directement exploitables. Donc ce qu'il faut, c'est transformer les données en informations. Et ça, c'est la couche information qui va le faire. Là, on parle de logiciels du genre analyse prédictive, analyse statistique, big data. C'est vraiment essayer d'interpréter ces données. Et Fujitsu a de l'expérience là-dedans. Nous développons nous-mêmes des logiciels de big data. Et en plus, nous avons des partenariats dans ce domaine-là. Et tout cela doit être au service de l'humain. Donc toutes ces informations doivent être ensuite données à l'humain qui va pouvoir ensuite les exploiter pour pouvoir se réaliser. Et ce triptyque que Bruno a décliné, au service de l'individu, avec l'infrastructure et la valeur de l'information, en fait, Fujitsu a construit une roadmap très simple, qui est là, qui je pense est pour vous. C'est la roadmap pour justement attaquer cette digitalisation avec ce triptyque. Et à nouveau, on part de l'individu au départ. Donc, c'est vos salariés, vos clients. Et donc là, c'est comment renforcer vos salariés dans leur travail. On parle de productivité, on parle de facilité, on parle de qualité du travail au quotidien. Et une fois qu'on a adressé cet enjeu-là, après, évidemment, on passe à l'enjeu de l'entreprise, au global. Là, on est dans des processus plus complexes, des investissements. Et donc là aussi, on se dit, une fois qu'on a attaqué d'abord par l'humain, l'individu, on passe au niveau de l'entreprise. Et puis, on va monter au niveau du dessus. L'entreprise vit dans son écosystème. Et donc, dans cette digitalisation, dans ces défis qu'on a à relever, d'attaquer d'abord par l'individu, de regarder au niveau de l'entreprise ce qu'on peut faire, et de se dire, avec son écosystème, ses fournisseurs, ses partenaires, on est capable d'adresser ce chemin. Pour arriver évidemment au but ultime, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire donc, une société plus intelligente. Donc on a monté les différentes couches et je pense qu'on peut tous, et c'est ce que vous me dites au quotidien, voilà, je pars de mes utilisateurs, je parle de mes collaborateurs, et puis à la fin, mon entreprise est en train de créer de la valeur dans son écosystème, de la valeur dans la société. Alors on va venir très vite aux exemples, parce que c'est avec ça, je pense que Bruno, on a envie de partager ce qu'on construit et le plaisir qu'on a aujourd'hui de le construire avec vous. Donc on va commencer par un exemple sur la partie humaine. Et donc on va revenir dans cette belle ville de Barcelone que je connais très bien. En fait, j'ai la chance d'habiter à Montpellier, donc pas très loin de Barcelone, et je peux m'y rendre souvent. Et donc à Barcelone, là, nous avons rencontré le maire de Barcelone, Javier Trias. Donc c'est une personne qui est très ambitieuse pour sa ville. C'est une personne, il faut savoir que Barcelone est une ville qui a un rôle un peu particulier en Espagne. Donc elle a toujours vécu un peu dans l'ombre de Madrid, c'est la capitale de la Catalogne, mais la deuxième ville du pays. Et donc Barcelone veut vraiment rayonner d'un point de vue artistique, d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue smart city, également d'un point de vue football pour ceux qui sont intéressés. Et les duels entre FC Barcelone et Real sont assez épiques. C'est un peu le centre du monde, Barcelone, non, avec le foot en ce moment. Avec le foot, oui. Mais également avec les smart cities. Donc Barcelone a voulu montrer qu'en Espagne, il y a une ville qui veut devenir une ville intelligente, et ce sera Barcelone. On a déjà parlé des distributeurs de billets, donc la Caixa est située à son siège en Catalogne à Barcelone, mais vraiment, la ville de Barcelone veut maintenant se différencier en tant que Smart City. Donc il y a un certain nombre de projets qui existent au sein de Barcelone pour essayer d'avoir une ville intelligente et d'aider les citoyens par de la technologie.
On a parlé des distributeurs intelligents. Donc maintenant, je vais vous parler des systèmes de transport de la ville de Barcelone. Donc, le système de transport de la ville de Barcelone, on a décidé de faire un système intelligent de transport qui fédère tous les transports. Donc, que ce soit le train, le métro, le bus, tous les moyens de transport en commun vont être fédérés au sein d'une seule entité avec un service de géolocalisation très poussé. Grâce au service de géolocalisation, de manière contactless, une personne pourra savoir immédiatement est-ce qu'elle se trouve près d'une station de métro, près d'une gare, près d'un arrêt de bus, et pourra optimiser son trajet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des algorithmes non seulement de géolocalisation, mais également de prédiction du trafic qui pourra vraiment optimiser son trajet en fonction de paramètres réels. Donc pas de manière théorique, mais en fonction des incidents sur le réseau, en fonction du trafic aujourd'hui, mais du trafic également prédictif à quelques heures en fonction de comment le trafic va augmenter. Et donc là, on a travaillé avec eux en se basant sur une expérience que l'on a fait à Tokyo, sur un projet qui gère le trafic de la ville de Tokyo au Japon. Et donc on a répliquer cette technologie au Japon en travaillant avec la ville de Barcelone sur leurs problèmes vraiment spécifiques. Donc là, c'est également un exemple de ce que tu disais tout à l'heure d'écosystème digital. C'est-à-dire que Fujitsu ne peut pas tout faire lui-même. Donc là, on s'est associé avec Moventia, qui est l'autorité de transport de la ville de Barcelone, avec la Caixa, qui est à la fois partenaire financier, mais qui intervient également dans le projet. Et donc, on a créé un véritable consortium pour bâtir cette ville intelligente, ou en tout cas l'aspect transport de cette ville intelligente. Et là, je réinsiste, tu as parlé de Javier Trigas, le maire, ça a été de la co-construction. On a monté ce partenariat pour comprendre le besoin et designer le système qui va permettre d'optimiser les transports pour l'utilisateur et pour la ville de Barcelone. Alors, je voulais prendre un exemple aussi plus proche de nous, sur cette dimension humaine. Il est assez simple. Le monsieur Ossette des Pays de la Loire, le conseil régional, nous demandait, voilà, on a aujourd'hui une fracture numérique, on a 15 000 lycéens qui sont défavorisés, on veut faire une action coup de poing, une action rapide, il nous faut 5 000 PC pour dans un mois, logotypés au logo du conseil régional. Et grâce aux usines d'Augsbourg, donc en Allemagne, les usines Fujitsu, on a été capable, dans un temps record, de configurer complètement les PC, les logos, etc., et d'amener en quelques semaines pour accompagner dans une logique de réduire la fracture numérique. Je parle de l'humain, je parle de la finalité. On est en haut, on est au niveau de la société. Bon, il nous a parlé de l'écosystème au sein de la ville de Barcelone. Au niveau de la société, je pense que c'est important aussi que Fujitsu sache apporter son expertise. Alors, on a parlé de cœur tout à l'heure. L'aile d'avion, vous l'avez vu, le cœur, c'est maintenant. Oui, je voulais vraiment parler de ce projet. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots et dire que ça me tenait à cœur, mais vraiment, c'est un projet que je trouve très, très intéressant. Donc, c'est un projet qui est développé par l'Université de Tokyo en collaboration avec Fujitsu. Donc, il faut savoir que l'Université de Tokyo travaille sur de la recherche sur les maladies cardiaques, ils sont très en avance là-dessus, mais ils avaient un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré toutes les techniques modernes qui existent de tomographie, ECG, PET scan, etc., le cœur reste un organe qui est très difficile à simuler. C'est-à-dire qu'on arrive à simuler un cœur lambda, mais si on veut parler d'un cœur d'un patient particulier, c'est très difficile à simuler. Parce que, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais parce que l'alignement des fibres musculaires va différer d'un patient à l'autre, et donc le fonctionnement du cœur va différer d'un patient à l'autre. Donc si on veut intervenir sur un cœur, si on veut réaliser une opération, si on veut voir l'évolution de maladies cardiaques qui existent, on ne peut pas se contenter de regarder juste un cœur lambda. On doit vraiment regarder comment évolue le cœur de la personne. Pour ce faire, donc, des modèles ont été bâtis, des modèles qui ont été bâtis en collaboration donc, entre des médecins et des ingénieurs de Fujitsu pour essayer de comprendre et de simuler ce cœur et quel serait l'impact, par exemple, d'une opération. La difficulté, c'est que les algorithmes existent depuis assez longtemps, on a développé ces algorithmes depuis assez longtemps, mais pour tourner, étant donné la complexité du cœur, on doit simuler chaque cellule indépendamment des autres. Il y a plus de 600 000 cellules cardiaques dans le cœur. Le problème, c'est que le modèle mettait 3 ans à tourner. Donc c'était un peu compliqué de faire une opération en disant mais on va vous opérer dans 3 ans parce qu'on doit voir comment le modèle va fonctionner en cas d'opération. Donc là, reprojet avec Fujitsu, encore un projet, et toujours, la valeur est toujours créée quand il y a des spécialistes métiers, comme ici des médecins et des spécialistes, des ingénieurs de Fujitsu qui connaissent la technologie, qui se mettent ensemble, qui se mettent autour d'une table, qui discutent. Et donc là, on a essayé d'installer un supercalculateur qui était développé spécifiquement pour ce problème-là, et donc on est passé de 3 ans à 17 heures. Donc maintenant, en 17 heures, on arrive à voir exactement quel sera l'impact, par exemple, d'une opération sur le cœur, et de simuler exactement
pour voir ce que ce sera. Donc là, ça devient évidemment beaucoup plus utilisable dans le cadre d'une opération. Donc Bruno, on est 500 dans cette salle, on a 500 cœurs différents, et grâce au travail qu'a fait Fujitsu, on est capable de modéliser chacun de ces cœurs et de faire l'intervention, si nécessaire, qui soit la plus parfaite. Alors, d'autres exemples, on a parlé de l'humain, cette première dimension, et je pense qu'il est ce qui drive tout ce qu'on fait au quotidien chez Fujitsu. Évidemment, il y a des processus de traitement de l'information où aussi aujourd'hui on se bat au quotidien. Et là, c'est Dainizien de La Poste qui est venu nous voir en nous disant, voilà, aujourd'hui, parce que La Poste, vous savez que sur la partie colis, même si le courrier papier, lui, est en train de décliner, la partie colis est quand même un business qui reste extrêmement solide, si je ne me trompe pas, avec 50 millions aujourd'hui de colis qui sont envoyés. Et donc, il y a une masse à nouveau de données et un flux logistique à traiter. Et donc, David est venu nous voir en disant, voilà, comment est-ce que vous pouvez m'aider à mieux monitorer, à mieux agréger ces données, à accélérer les traitements de ces données. Donc, en implémentant SAP, Anna, à La Poste, à Colipost, on a été capable de l'aider et justement d'organiser l'information et d'accélérer les flux de traitement. Et je vais prendre un autre exemple qui est dans l'industrie. Vous voyez que chez Fujitsu, on a les mains dans la terre. On fait le lien entre le digital et l'industrie, avec l'humain au centre, mais on est les mains dedans. Et pareil, chez Soitec, que vous connaissez tous, donc grand acteur du silicium français, et qui, dans sa stratégie d'expansion géographique, eh bien, avait besoin que son informatique suive, avait besoin, effectivement, avec les rachats successifs, de gagner en fluidité, de ne pas perdre en tout cas en flexibilité. Et donc, Laurent est venu nous voir et nous a dit il faut que vous m'aidiez là-dessus. Et c'est là que le cloud de Fujitsu est arrivé et donc a permis à Laurent justement d'avoir cette fluidité dans l'activation, cette fluidité financière aussi dans le traitement de ces ressources informatiques. On a beaucoup parlé d'exemples et de témoignages clients qui sont à mon avis ce qui est le plus intéressant. Mais est-ce que tu pourrais également nous résumer pourquoi Fujitsu? Alors, je l'ai brossé tout à l'heure un peu, mais je pense qu'on veut essayer d'y revenir parce que je l'ai dit, je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence, et vous le verrez, je pense, avec tous les équipes Fujitsu que vous verrez, alors ils sont faciles à reconnaître, il y a toujours du rouge. Voilà, donc ce soit une cravate, je ne sais pas, mais il y a toujours, c'est quand même la marque de fabrique. Alors il y a peut-être des gens en rouge aussi qui ne sont pas des Fujitsu, bah, vous répondrez avec ce que vous avez entendu ce matin. Mais je pense qu'il y a une vraie différence. J'ai parlé d'innovation forte. Il y a la robustesse des produits. Je l'ai entendu encore hier, on était avec nos 100 distributeurs, il y a 4700 distributeurs, il y avait les 100 plus gros qu'on a réunis juste à côté hier soir. Et j'ai senti, voilà, ce qui ressortait, la robustesse, la force des produits. J'ai parlé de la capacité mondiale, l'agilité locale. Me revient cet exemple il y a quelques semaines d'un client qui avait besoin d'un patch pour ses applications. En 4 heures, on a mobilisé le Japon. 4 heures après, on avait le patch qui était développé et qui était implémenté pour résoudre ces problèmes de sécurité. La responsabilité sociale de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui nous guide, Daphné l'a dit, depuis 1935, depuis les fondations et qu'a rappelé M. Ogasawara, qui va continuer. Si je vous disais, j'étais à Tokyo il y a quelques semaines, chez Fujitsu, quand on parle de ces sujets, on regarde 100 ans devant nous. 80 ans en arrière, 100 ans devant nous. Donc il y a une vraie responsabilité sociale, environnementale de Fujitsu. Et puis, ce qu'on a essayé de partager avec vous ce matin, avec Bruno, c'est cette human-centric innovation, cette innovation toujours centrée sur l'humain, des démarches de co-construction, où on vous écoute, où on écoute nos clients, on construit avec eux, avec cet ADN d'excellence de service qui nous est si familier, qu'on connaît de la culture japonaise, cette relation de long terme. Voilà, Auchan, ça fait 25 ans qu'on les accompagne chez Fujitsu en France. Je ne compterai pas le nombre de clients comme ça, où ça fait 15, 20 ans que cette relation s'est installée et développée. Et puis je pense, et je l'espère, vous l'avez senti, du pragmatisme dans les solutions, du pragmatisme dans les approches, au plus près de nos clients. C'est ça la vision différente, je pense, centrée sur l'humain de Fujitsu. Donc on l'a vraiment vu, la vision de Fujitsu, c'est vraiment une vision
centré autour de l'humain où la technologie est un moyen. Donc c'est vraiment notre vision est vraiment là. Autour de l'humain, la technologie est un moyen de permettre à l'humain de s'accomplir. Alors, en parlant de vision, je voulais vous montrer ça. Donc ça, vous allez me dire, c'est juste un smartphone Fujitsu. Mais en fait, c'est un peu plus que ça. On a parlé d'aile d'avion, on a parlé de cœur. Vous avez promis qu'on parlait d'œil. Alors, je vous préviens, ça va aller très vite. Donc, il faut que vous soyez attentifs. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai juste un smartphone qui est verrouillé. D'accord? Vous êtes prêts? Voilà. Donc en fait, ce qu'on a présenté au World Congress à Barcelone il y a quelques semaines, c'est aujourd'hui où on a tous besoin d'authentification forte, mais avec ça, plus besoin de password, plus besoin de tactile. Un coup d'œil dans le smartphone et vous déverrouillez votre smartphone. Et l'iris, aujourd'hui, on a parlé de cœur tout à l'heure, je pense que l'iris, qu'on a chacun d'entre nous, c'est l'organe qui a le plus de variété entre les individus. Et donc, en un clin d'œil, en un regard, aujourd'hui, on vous amène, je pense, la différence de Fujitsu, l'innovation de Fujitsu, avec au cœur chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci.